Lorsque j'ai commencé à examiner les photographies de bâtiments civiques du 19e siècle à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, je m'attendais à l'ambition architecturale victorienne standard, la grandeur pour le prestige, une déclaration impériale. Mais les portes que j'ai trouvées mesuraient 15 à 20 pieds de hauteur, sans justification fonctionnelle, dans des bureaux de poste, des gares, des bâtiments gouvernementaux, des banques, des structures censées servir la bureaucratie à échelle humaine. Les photographies de l'exposition du centenaire de Philadelphie de 1876 montrent des halls d'exposition temporaires avec des portes de 18 pieds, puis des structures civiques réutilisées avec des proportions identiques. Ces portes possèdent des dimensions parfaitement uniformes à travers les continents, construites dans une fenêtre étroite de 20 ans, 1860 à 1880, nécessitant une technologie de levage et de positionnement officiellement indisponible jusqu'aux grues des années 1920. Je supposais que c'était de l'excès architectural. Cette illusion s'est effondrée quand j'ai mesuré les hauteurs des seuils. Ces structures n'étaient pas des monuments au progrès. C'étaient des adaptations de quelque chose qui se tenait déjà là. J'ai commencé par cataloguer les hauteurs de portes à travers plus de 50 bâtiments civiques érigés entre 1865 et 1885. Je m'attendais à des variations basées sur les traditions architecturales locales et les préférences des constructeurs. Ce que j'ai trouvé était une uniformité statistiquement impossible. 14,5 à 18,5 pieds, partout, avec des hauteurs de seuil constamment de 8 à 12 pouces au-dessus du niveau de la rue. Les archives de la Bibliothèque du Congrès contiennent des grilles photographiques comparatives des années 1880 à 1890, montrant des palais de justice à Denver, Chicago, Philadelphie, Manchester, Paris. Des proportions de portes identiques, différents architectes, différents budgets, différents objectifs déclarés. Pourtant, les mêmes dimensions impossibles. Les linteaux de pierre d'une seule pièce au-dessus de ces portes pesaient 4 à 8 tonnes, positionnés avec une précision au millimètre, nécessitant des mécanismes de levage synchronisés et des méthodes de calcul structurel non documentées dans les manuels d'ingénierie jusqu'aux années 1890. Les frontons ornementaux sculptés à la main ne montrent aucune marque d'outil, aucune tentative de correction, aucune erreur d'apprenti. Trop précis, trop aligné, trop parfait pour l'époque. Les dossiers de commande architecturale originaux existent, mais les journaux de construction, les comptes quotidiens des travailleurs, les calendriers de livraison de matériaux, les spécifications des grues, absents pour 80% des bâtiments étudiés. La documentation photographique commence après l'achèvement, jamais pendant la phase de construction. Comme si la partie la plus difficile n'avait jamais eu lieu. Et c'est là que quelque chose d'inhabituel a émergé. Ces hauteurs de portes correspondent aux dimensions des chambres d'écluses hydrauliques trouvées dans les systèmes de canaux d'avant 1850. Les élévations des seuils s'alignent avec les niveaux de nappes phréatiques documentés sur les cartes d'arpentage des années 1840. Ces bâtiments n'étaient pas conçus autour de la circulation piétonne. Ils étaient conçus autour de la gestion de l'eau. Et c'est alors que j'ai remarqué les fenêtres. Pas les portes, tout le monde voit les portes. Les fenêtres racontaient une histoire entièrement différente. Je me suis concentré sur le placement des fenêtres du premier étage. Je m'attendais à des positions standards au niveau des yeux, peut-être légèrement élevées pour la sécurité. Ce que j'ai trouvé, des fenêtres positionnées à 10 à 14 pieds au-dessus du niveau du sol actuel, avec des grilles de fer couvrant les sections inférieures. Officiellement expliquées comme prévention des inondations ou sécurité, mais apparaissant dans des climats désertiques, dans des endroits élevés sans historique d'inondation. Les photographies de bâtiments municipaux des années 1890 montrent des travailleurs sur des échelles nettoyant les fenêtres du premier étage. Des diagrammes au niveau de la rue provenant de cartes d'assurance indiquent 6 à 10 pieds de terre de remblai ajoutés autour des périmètres de bâtiments entre 1870 et 1900. Pas graduellement, systématiquement. Comment modifie-t-on le niveau du sol autour d'un bâtiment occupé? Comment excave-t-on et recoule-t-on des fondations pendant que les fonctionnaires travaillent à l'intérieur? Les dossiers officiels décrivent des améliorations de nivellement de rue, mais ne fournissent aucune justification d'ingénierie pour élever les niveaux de rue autour de structures préexistantes, créant des espaces de sous-sol là où les rez-de-chaussée existaient autrefois.
Les photographies avant/après des changements de niveau de rue sont absentes. Les rapports d'analyse de composition du sol, standards pour tout projet d'excavation municipale, manquent dans les archives municipales. Témoignages de travailleurs, dossiers syndicaux, rapports d'accidents. Rien n'existe pour des projets qui auraient dû employer des centaines de personnes. Le silence, là où la bureaucratie exige une trace papier. J'ai continué à creuser. Les premiers étages enterrés créent un motif cohérent avec l'abaissement délibéré de la nappe phréatique par l'installation de systèmes de drainage. Les hauteurs de fenêtres suggèrent que les bâtiments étaient originellement conçus avec des canaux d'eau au niveau de base, plus tard remplis lorsque les systèmes hydrauliques ont été désactivés. La terre de remblai n'était pas aléatoire, elle était systématique. Et cela s'est produit partout, dans la même fenêtre de 15 ans, comme si on suivait des instructions que personne n'a écrites. L'enquête s'est étendue aux fondations des bâtiments. Lors de projets de rénovation moderne, j'ai examiné les murs de sous-sol exposés. Je m'attendais à de la maçonnerie en briques ou en pierre, typique de la construction des années 1860 à 1880. Ce que j'ai trouvé, un travail de blocs de granit sans joint de mortier. Une technologie attribuée aux civilisations anciennes, pas aux constructeurs de l'ère victorienne. Des photographies de rénovation contemporaine des années 2010 à 2020 montrent des murs de fondation exposés à Boston, Lyon, Saint-Pétersbourg. Méthode de construction identique. Des blocs pesant 15 à 30 tonnes, ajustés sans agent de liaison, portant des motifs de distribution de charges suggérant un précalcul de contraintes dynamiques. Ces fondations mégalithiques à ajustement de précision se trouvent sous des bâtiments officiellement construits en 24 à 36 mois, en utilisant des forces de travail documentées de 40 à 100 travailleurs. Aucun dossier de carrière pour les pierres de fondation. Aucune logistique de transport pour les blocs de plusieurs tonnes. Aucune marque d'outils indiquant un processus de coupe ou de façonnage. Les rapports d'inspection des fondations requis par les codes du bâtiment des années 1870 à 1880 existent pour la superstructure, mais contiennent zéro description de la méthodologie de fondation. Les carnets d'arpenteurs des évaluations de sites avant construction manquent dans les archives municipales à travers plusieurs villes. Comme si la partie la plus difficile, poser les fondations, n'avait jamais nécessité de documentation parce qu'elle était déjà terminée. Les techniques de fondation sont identiques à la construction de forts en étoile d'avant 1800 trouvées à travers les paysages européens et nord-américains. Des structures sans constructeur documenté, attribuées à l'ingénierie militaire mais contenant des aménagements intérieurs résidentiels et commerciaux. Les mêmes blocs massifs, les mêmes joints impossibles, les mêmes motifs de distribution de charges. Ces fondations n'étaient pas construites pour les bâtiments au-dessus d'elles. C'étaient des fondations sur lesquelles les bâtiments ont été construits. Comme si la partie la plus difficile était déjà terminée. J'ai découvert des motifs jumeaux de bâtiments, des structures civiques dans différentes villes partageant non seulement les hauteurs de portes et le placement de fenêtres, mais des plans d'étages identiques, des géométries d'escaliers, des hauteurs de plafond et un espacement de colonnes internes. Malgré différents architectes officiels et des dates de construction séparées par des années ou des décennies, des plans architecturaux superposés de l'hôtel de ville de Philadelphie, 1871, de l'hôtel de ville de Manchester, 1877, de l'hôtel de ville de Copenhague, 1905, s'alignent avec plus de 95% de précision lorsqu'ils sont mis à l'échelle aux mêmes dimensions. Les ratios de spirales d'escalier sont identiques. Le placement des colonnes diffère de quelques pouces sur des milliers de pieds carrés. Comment réplique-t-on une architecture sans communication documentée entre entreprises? Cela s'est produit avant la technologie de reproduction de plans standardisés, le processus de blueprint breveté en 1861, mais pas largement adopté jusqu'aux années 1890. Des bâtiments érigés simultanément dans des endroits séparés par des océans, pourtant exhibant une synchronisation de conception impossible sans source de modèles partagés. La correspondance entre entreprises architecturales est absente des archives. Les plans directeurs originaux référencés dans les contrats de construction ne sont jamais préservés. Les soumissions de concours pour les grands projets civiques, normalement archivés comme dossiers publics,
manquante pour 70% des structures étudiées construites entre 1860 à 1890. Les géométries de plans d'étage correspondent aux motifs de résonance acoustique documentés dans les salles d'assemblée pré-industrielles à travers l'Asie centrale et l'Europe de l'Est. L'espacement des colonnes crée des ratios harmoniques trouvés dans les cathédrales et les mosquées conçues pour l'amplification sonore sans systèmes électroniques. Pas pour la décoration, pour la fonction. Ces structures n'étaient pas des copies, c'étaient des variations sur un modèle qui précédait les architectes embauchés pour les concevoir. Et cela nous amène aux plafonds, les plafonds impossiblement hauts, ce qui est exactement là où la suite commence. L'enquête s'est déplacée vers les hauteurs de plafonds intérieurs dans les bâtiments publics. J'ai découvert des halls principaux avec des dégagements de 40 à 60 pieds, officiellement justifiés comme grandeur esthétique. Mais l'examen révèle des principes d'ingénierie acoustique, des motifs de circulation d'air et une distribution de charges structurelles suggérant un objectif fonctionnel au-delà de l'apparence. Les photographies intérieures des années 1880 à 1900 montrent de vastes volumes vides avec du plâtre ornemental, des plafonds à caissons, des structures de dômes. Aux côtés de diagrammes d'analyse acoustique moderne révélant une optimisation de fréquences sonores, des conceptions d'égalisation de pression d'air et une régulation thermique par géométrie de convection. Ces espaces n'étaient pas de simples déclarations de richesse, ils étaient des instruments acoustiques. Le plâtre et les moulures ornementales à plus de 50 pieds de hauteur ont été appliqués sans marque d'échafaudage visible, ligne de jointure ou patch de réparation. Les structures de dômes s'encadrent de supports internes, transférant la charge uniquement par géométrie, une technique d'ingénierie documentée dans l'Italie de la Renaissance, mais absente des manuels de formation du XIXe siècle. Les descriptions de méthodologie de construction manquent dans les soumissions d'entrepreneurs et les rapports d'inspection finale. Les dossiers de location d'échafaudage, les quantités de matériaux de plâtrage, la paie des artisans, documentation standard pour le travail ornemental, absent des archives. La documentation photographique montre des intérieurs achevés, mais jamais le processus de construction, comme si personne n'avait jamais eu besoin d'apprendre comment faire ce travail. Les géométries de plafond créent des motifs d'ondes stationnaires à des fréquences spécifiques correspondant à la gamme vocale humaine et à la résonance d'instruments de musique, suggérant que les bâtiments étaient conçus comme des instruments acoustiques, pas des espaces passifs. Les motifs de circulation d'air indiquent une intégration avec des systèmes de refroidissement par eau maintenant absents, fonctionnant à travers les niveaux de sous-sol. Et puis j'ai trouvé les chambres scellées. Des pièces qui apparaissent sur les plans originaux mais disparaissent des plans de rénovation. Des espaces qui officiellement n'existent pas, mais qui existent clairement. J'ai compilé des preuves d'espaces intérieurs délibérément scellés découverts lors de rénovations modernes. Des pièces, des couloirs, des sous-sols entiers apparaissant sur des plans des années 1870 à 1880, mais murés, remplis de gravats ou omis de la documentation du XXe siècle. Sans explication officielle pour la fermeture, les photographies de découverte de rénovation des années 2000 à 2020 montrent des portes briquetées en milieu de couloir, des escaliers descendant vers des murs scellés, des niveaux de sous-sol remplis de gravats d'époque appropriée, débris de construction des années 1890 à 1910, à côté de plans originaux indiquant clairement ces espaces comme zones fonctionnelles. Les espaces scellés de l'intérieur. La maçonnerie et le plâtre appliqués sur les faces intérieures des murs, nécessitant que les travailleurs se scellent hors des zones, puis sortent par quoi? Des chambres secondaires également scellées, créant des séquences de fermeture impossibles. Certaines pièces scellées contiennent des meubles intacts, des luminaires à gaz, des carrelages, préservés comme en attente de retour. Les permis de modification de bâtiments requis pour les changements structurels intérieurs sont absents des dossiers municipaux. Aucune documentation de décommissionnement de pièces. Aucun rapport d'inspection de sécurité justifiant la fermeture. Aucune couverture de journaux contemporains sur des bâtiments civiques majeurs perdant de l'espace fonctionnel. Le silence là où la bureaucratie exige une trace papier. Les chambres scellées sont constamment situées aux périphéries de bâtiments et au niveau de sous-sol. Position correspondante aux points d'accès du système hydraulique, aux zones de maintenance des canaux d'eau
et aux chambres de régulation de pression dans les réseaux hydrauliques européens documentés du XVIIIe siècle. Les chambres ont été scellées pendant la même période, 1890 à 1920, où les systèmes d'eau urbains ont transitionné d'une infrastructure basée sur la gravité/pression vers une infrastructure de pompage électrique. Ils n'ont pas scellé des pièces vides, ils ont scellé des systèmes fonctionnels. Des systèmes qui nécessitaient ces plafonds impossibles, ces portes surdimensionnées, ces fondations construites pour contenir quelque chose de bien plus lourd que des personnes. L'enquête a examiné l'approvisionnement en matériaux de construction. Je m'attendais à des carrières documentées, des fours à briques et des scieries fournissant des projets de construction. Ce que j'ai découvert, des dossiers d'origine de matériaux manquants pour 60 à 80% des grands bâtiments civiques érigés entre 1865 et 1890. Sans explication économique ou logistique pour l'absence. L'analyse comparative des matériaux provenant d'enquêtes d'ingénierie moderne montre des types de granit, une composition de calcaire et des sources d'argile à briques qui ne correspondent pas aux carrières régionales documentées. L'analyse métallurgique des poutres en fer révèle des techniques de fusion incompatibles avec les capacités des hauts fourneaux des années 1870 à 1880. Les quantités de matériaux dépassent la production de carrières documentées par des ordres de grandeur. Des bâtiments construits en 18 à 36 mois, nécessitant une extraction et un transport de matériaux qui auraient dû prendre des décennies. Des types de pierres apparaissant dans des structures à des centaines de kilomètres des carrières connues les plus proches. Sans dossier de transport ferroviaire ou par canal. Les accords de location de carrières, les contrats d'achat de matériaux, les manifestes de transport, documentation commerciale standard, manquant des archives. Les factures des fournisseurs existent pour les petits matériaux de finition, quincaillerie de portes, vitrerie. Mais pas pour les composants structurels, pierres de fondation, poutres porteuses, maçonnerie primaire. La composition des matériaux correspond aux structures de halls d'exposition et de foires d'avant 1850, documentées dans les dossiers municipaux mais décrites comme temporaires. Pourtant construites avec des matériaux permanents. Les types de pierres correspondent aux méthodes de construction trouvées dans l'architecture monumentale d'Europe de l'Est et d'Asie centrale, pas aux pratiques de construction industrielle occidentale. Les matériaux n'étaient pas sourcés, ils étaient déjà là, ce qui signifiait que les bâtiments n'étaient pas construits, ils étaient révélés. J'ai découvert le paradoxe de rénovation. Des bâtiments civiques majeurs officiellement construits entre 1860 à 1885 ont subi des rénovations massives seulement 15 à 30 ans plus tard, 1895 à 1920, avec des budgets et une portée de rénovation dépassant les coûts de construction originaux, éviscérant les intérieurs, reconfigurant les systèmes, retirant des éléments décrits seulement comme infrastructures obsolètes. Les documents de comparaison budgétaire montrent la rénovation de la Bibliothèque publique de New York, 1911, coûtant plus que la construction originale, 1897. La modernisation de l'Opéra de Paris, 1923, retirant un niveau de sous-sol entier. La mise à niveau du Civic Opera House de Chicago, 1929, éliminant la machinerie scénique hydraulique originale et la remplaçant par des systèmes électriques. Comment une infrastructure devient-elle obsolète en 20 ans, malgré des bâtiments officiellement conçus pour une durée de vie de plus de 100 ans? Le retrait de systèmes fonctionnels, éclairage au gaz, ascenseur hydraulique, circulation d'eau par gravité, et le remplacement par des alternatives électriques inférieures nécessitant des sources d'alimentation externes et un entretien continu. Les spécifications du système original ont été retirées des archives pendant les périodes de rénovation. Les dossiers d'élimination d'équipements obsolètes sont inexistants. Aucune vente de ferraille, aucune documentation de récupération, aucune photographie de machinerie retirée. Les comptes de travailleurs sur ce qui a été retiré et pourquoi, absents. Les systèmes retirés sont constamment décrits dans des références fragmentaires comme autorégulateur, circulation perpétuelle, équilibré en pression. Une terminologie suggérant des réseaux hydrauliques en boucle fermée ne nécessitant aucun apport de puissance externe. Les rénovations coïncident avec les conversions de systèmes d'eau municipaux d'une infrastructure de pression naturelle
à une infrastructure de pompage électrique. Ils ne rénovaient pas, ils effaçaient, effaçant un système qui fonctionnait sans charbon, sans électricité, sans carburant. Avant d'aller plus loin, si vous êtes encore là, si vous ressentez cette même étincelle de reconnaissance que j'ai ressentie quand j'ai commencé ce voyage, rendez-moi un service rapide. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que cela me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veut vraiment la vérité. L'un des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. Et cela nous amène au seul élément qu'il ne pouvait pas effacer, l'élément littéralement gravé dans la pierre, ce qui est exactement là où la suite commence. L'enquête s'est concentrée sur les détails ornementaux, la pierre sculptée, les sculptures en relief, les moulures décoratives. Officiellement attribuée à l'artisanat du 19e siècle, mais l'analyse technique révèle un usinage de précision, une précision de motifs répétitifs et une dureté de matériaux au-delà de la capacité des outils manuels. La macrophotographie des détails de relief en pierre montre une absence de marque d'outils, uniformité de surface microscopique et déviation de motifs répétitifs inférieurs à 0,5 mm sur des mètres de surface sculptée. Les images comparatives de travail sculpté à la main du 19e siècle documentées montrent des marques de ciseaux, des tentatives de correction et une variation de motifs de 3 à 5 mm. Le travail ornemental sur des surfaces de granit et de marbre nécessite des outils à pointe de diamant, non disponibles jusqu'aux applications industrielles des années 1930, ou une coupe de précision par jet d'eau, technologie des années 1970, des éléments décoratifs identiques apparaissant sur des bâtiments séparés par des continents, avec une précision de motifs suggérant une réplication basée sur un modèle impossible avec la technologie du 19e siècle. Les contrats d'artisans pour le travail ornemental sont absents des archives, malgré le fait d'être la main-d'œuvre de construction la mieux payée. Aucun dossier d'apprenti, aucune documentation de guilde, aucun article de journal contemporain sur les maîtres sculpteurs. Le silence entourant un travail qui aurait dû être célébré comme un accomplissement artistique. Et c'est alors que j'ai réalisé que ce n'était pas juste des portes gigantesques, c'était la Tartarie. Ou du moins, les échos de quelque chose comme ça. Les motifs sculptés incorporent des ratios géométriques trouvés dans l'architecture acoustique et les traditions de géométrie sacrée. Pas de décoration aléatoire, mais des éléments fonctionnels dirigeant le son, la lumière et possiblement le flux d'air/eau à travers les bâtiments. Les motifs se répètent dans les monuments d'Asie centrale qui précèdent le 19e siècle de plusieurs siècles. Ce n'était pas de la décoration appliquée aux bâtiments, c'était des instructions intégrées dans les bâtiments. Des instructions pour un système qui ne fonctionnait plus. J'ai examiné les preuves photographiques de la construction des années 1860 à 1880. Je m'attendais à des images de bâtiments s'élevant depuis les fondations. Ce que j'ai trouvé, des photographies montrant seulement des travaux de finition, des échafaudages autour de structures achevées et des aménagements intérieurs. Jamais les phases de construction fondamentales. Les séquences photographiques chronologiques de grands projets civiques montrent des photographies du jour 1, avec des fondations et des premiers étages déjà complets. Les images suivantes documentant seulement le travail des étages supérieurs et la finition intérieure. Aucune photographie d'excavation de site, de coulage de fondation ou de construction de niveau inférieur, malgré la photographie étant largement disponible dans les années 1860. Les lacunes photographiques coïncident précisément avec les phases de construction les plus laborieuses. Des projets documentés comme posant la première pierre, dans des photographies qui montrent des murs structurels déjà debout. Des lacunes de time-lapse où des mois de construction documentés ne produisent aucun enregistrement photographique, puis reprennent, montrant un quasi-achèvement. La photographie de construction commandée par des comités de construction et des cabinets d'architecture, pratique standard pour les grands projets, manquante pour les premiers 40 à 60% du calendrier de construction. Les contrats de photographes existent, les dossiers de paiement existent, mais les négatifs et tirages de phase précoce sont absents des archives. La documentation photographique commence constamment lorsque les bâtiments atteignent l'achèvement visible de la structure héritée et montre seulement la phase d'adaptation, nouveaux intérieurs, luminaires modernes, réaménagement du système.
Le motif suggère une documentation de rénovation/réutilisation, pas de construction originale. Les caméras ne cachaient pas la construction, elles documentaient l'adaptation. La question n'était pas « comment l'ont-ils construit ?», la question était « comment ont-ils modifié ce qui se tenait déjà là ?» L'enquête a examiné les structures officielles des foires mondiales et des expositions internationales de 1851 à 1915. Décrites comme des halls d'exposition temporaires construits en quelques mois et démolis par la suite. Mais l'analyse du site révèle des fondations permanentes, des infrastructures souterraines survivantes et des bâtiments post-démolition occupant des empreintes identiques avec des dimensions identiques. Les comparaisons superposées des bâtiments temporaires de la Foire mondiale de Chicago de 1893 et des bâtiments civiques actuels de Chicago sur les mêmes sites. Les photographies d'excavation de fondations des projets de développement urbain des années 1990 à 2000, révélant des fondations en pierre sous les emplacements de structures d'exposition démolies. Des structures temporaires construites avec des fondations en granit. Des réseaux de tunnels souterrains et des systèmes hydrauliques nécessitant des décennies d'ingénierie. Puis officiellement démolis en 2 à 3 ans. La nouvelle construction, post-foire sur les mêmes sites, se terminant en 12 à 18 mois, malgré le besoin d'un travail de fondation identique qui devrait prendre des années. Les dossiers de démolition décrivant la méthodologie, l'élimination des matériaux, le retrait des fondations, absent pour 90% des structures d'exposition majeures. La documentation photographique du processus de démolition manquante malgré une photographie de construction extensive. La couverture de journaux contemporains décrit l'achèvement de la démolition, mais ne fournit aucun témoignage ou détail technique. Les structures d'exposition sont constamment décrites comme présentant la technologie moderne, mais comportant des éléments architecturaux et des systèmes d'ingénierie identiques à l'architecture monumentale européenne et asiatique d'avant 1850. Les bâtiments temporaires servant de modèle pour les structures civiques permanentes construites dans les décennies suivantes, suggérant une relation de modèle, pas d'innovation. Les foires n'étaient pas des vitrines de construction, c'étaient des cérémonies de rebranding, prenant ce qui existait déjà, l'appelant nouveau, puis documentant sa démolition et sa reconstruction comme si rien n'avait été debout là pendant des siècles. J'ai compilé des preuves de chronologie montrant des incendies catastrophiques, des tremblements de terre et des inondations dévastant les grandes villes entre 1865 à 1915, suivis immédiatement par des projets de reconstruction produisant des bâtiments exhibant toutes les impossibilités précédemment documentées, suggérant des catastrophes comme couverture pour la réutilisation systématique de l'infrastructure existante. La visualisation de la chronologie montrant l'incendie de Chicago 1871, le tremblement de terre de San Francisco 1906, le grand incendie de Baltimore 1904, plus des dizaines de catastrophes urbaines moins connues, chacune suivie par une reconstruction de 2 à 5 ans, produisant des bâtiments civiques avec des fondations mégalithiques, une précision impossible et aucune documentation de construction. La reconstruction post-catastrophe se produisant plus rapidement que la construction originale n'aurait dû être possible, produisant des résultats supérieurs avec des forces de travail documentées plus petites. Des villes émergeant de la destruction avec une architecture standardisée, des hauteurs de bâtiments uniformes et des systèmes d'infrastructures synchronisés, suggérant une mise en œuvre coordonnée, pas une reconstruction organique. Les documents de planification de rétablissement après sinistre sont absents des archives. Les propositions de projets de reconstruction décrivant la méthodologie et le calendrier requises pour les réclamations d'assurance et le financement fédéral manquantes pour la majorité des efforts de reconstruction urbaine majeurs. Les photographies avant/après existent, mais la photographie pendant la reconstruction est minimale ou absente. Les cartes pré-catastrophes montrant des foires, des espaces d'exposition et des salles d'assemblée à des emplacements plus tard occupés par des bâtiments civiques post-catastrophe. Le moment des catastrophes coïncide avec les périodes de transition technologique, éclairage au gaz vers électrique, ascenseur hydraulique vers électrique, système d'eau par gravité vers basé sur des pompes, suggérant une conversion stratégique d'infrastructures.
Les catastrophes n'étaient pas aléatoires, elles étaient synchronisées. Et la reconstruction n'était pas une reconstruction, c'était une conversion. Convertissant un système qui fonctionnait sur des principes que nous avons oubliés en un système qui fonctionne sur des principes que nous contrôlons. Et cela nous amène à la pièce finale, la pièce qu'ils ont littéralement enterrée, ce qui est exactement là où la suite commence. L'enquête se termine avec des preuves d'enterrement systématique. Des premiers étages entiers, des niveaux de sous-sol, des réseaux de tunnels et une infrastructure fondamentale délibérément couverte de terre de remblai entre 1890 à 1930, créant des sous-sols à partir de rez-de-chaussée originaux et effaçant l'accès aux systèmes hydrauliques, canaux d'eau et réseaux intégrés. Des photographies d'excavation contemporaines révélant des arches enterrées, des entrées de tunnels scellés et des chambres souterraines 15 à 25 pieds sous le niveau actuel de la rue dans les villes du monde entier. Des levées radars à pénétration de sol montrant une architecture souterraine extensive sous les rues modernes. Une infrastructure qui officiellement n'existe pas. L'enterrement coordonné de l'infrastructure urbaine à travers les continents dans une période de 40 ans, nécessitant des millions de mètres cubes de matériaux de remblai sans carrière source documentée ou logistique de transport. La création de sous-sols nécessitant une excavation et un renforcement de fondations pendant que les bâtiments restaient occupés. Un exploit d'ingénierie sans documentation de méthodologie. Les dossiers d'approvisionnement en terres de remblai municipaux sont absents. Les documents de planification urbaine justifiant les modifications de niveau de rue manquent. Les rapports de santé publique et de sécurité requis lors de la modification de l'accès et de la ventilation des bâtiments, inexistants pour la période où chaque grande ville a élevé les niveaux de rue de 8 à 15 pieds. L'infrastructure enterrée révèle un système intégré. Des canaux d'eau reliant les bâtiments, des chambres de régulation de pression, des tunnels de résonance acoustique créant un réseau harmonique à l'échelle de la ville. La conception du système suggère que les bâtiments fonctionnaient comme des nœuds dans une grille plus large, pas des structures isolées. Une grille utilisant la pression de l'eau, la résonance géométrique et le potentiel gravitationnel. Des sources d'énergie ne nécessitant aucun carburant, aucune alimentation externe, aucun entretien au-delà de la gestion du flux d'eau. C'était la Tartarie. Pas une nation, un système. Une civilisation qui a conçu des villes comme des instruments acoustiques, hydrauliques, énergétiques, opérant sur des principes que nous avons délibérément oubliés. Nous n'avons pas inventé la ville moderne, nous l'avons dégradée, scellé sa source d'énergie, enterré sa conception et appelé vers est notre réalisation. Qu'est-ce qui se trouve encore sous les rues que nous marchons? Quels autres systèmes bourdonnent dans les fondations que nous ignorons? Qu'ont-ils scellé et pourquoi? L'enquête ne se termine pas ici, elle commence.